Et donc, vous trouvez ici des partenaires dans différents pays. Le dernier en date est en Corporance, qui est tout à fait récent, puisqu'il a été créé il y a seulement 3 mois ou 4 mois. Mais par contre, DSW, c'est une association d'actionnaires allemands qui doit avoir beaucoup plus antérieure à Proxinvest, avec lesquels nous travaillons depuis de longues années. Ethos Service, que vous connaissez sans doute, qui représente à peu près 250 fonds de pension suisses. Manifest, qui est un grand analyste des résolutions en Angleterre. Et puis Frontis Governance, qui est un joueur en Italie. Je vais avancer en appuyant sur le bouton, mais je vais plutôt utiliser la flèche parce que je sais m'en servir. Et là, si vous voulez, rapidement quelques statistiques, si vous voulez, parce qu'on est obligé de travailler comme ça, parce que les chiffres s'appelaient à tout le monde. Nous avons effectivement un fort engagement des actionnaires en France depuis de nombreuses années, puisque depuis de nombreuses années, les institutionnels français sont forgés à l'idée qu'il faut qu'ils votent les actions qu'ils détiennent. Alors, je disais tout à l'heure à Namia que le problème, c'est qu'au départ, on a eu des gens qui ont pris ça de façon très au sérieux en disant c'est important qu'on comprenne les résolutions qu'on nous propose dans l'Assemblée générale. Et ils ont trouvé ça à la fois très ennuyeux et très chiant, excusez-moi l'expression, parce que c'est souvent des choses qui reviennent, c'est pas très intéressant. Mais ils avaient compris que c'était aussi là que se trouvaient des informations clés sur le cœur du réacteur. Et malheureusement, ils se sont débarrassés assez naturellement de l'obligation de vote vers des secteurs, vers du back-office, si vous me permettez, et c'est assez dommage pour eux parce que du coup, leur gestion n'a pas été éclairée par ce regard sur le cœur du réacteur. Ça, c'est une chose qui est très regrettable, que j'évoque rapidement. Mais alors, il n'empêche que tout de même, ils ont des politiques de vote depuis maintenant, on va dire une quinzaine d'années, ils ont des politiques de vote assez établies et que les services dits de back-office appliquent ces politiques de vote. Ce que je veux dire, c'est pas toujours visible. La politique de vote ne permet pas nécessairement de voir si telle ou telle transaction est juste ou pas juste. Alors l'analyste va le regarder, nous on va expliquer pourquoi telle affaire est préoccupante. Mais parfois, nous avons des clients qui traitent le problème de façon un peu trop administrative. Excusez-moi, c'est le problème des grandes entreprises, c'est que parfois, eh bien, le cœur manque. Alors, vous voyez qu'il y a tout de même des rejets de résolution qui prouvent qu'il se passe des choses, mais ce qui est intéressant, c'est que 48 autres résolutions en France auraient été rejetées sans le secours du droit de vote double. Vous savez qu'en France, on a un débat sur le droit de vote double qui a été généralisé, notamment par notre cher président Macron, sur lequel je ne suis pas d'accord avec lui là-dessus, mais c'est bien d'avoir quelques points de désaccord avec. Vous avez ici un sujet qui m'est extrêmement cher, mais qui est le sujet clé de l'intégrité des groupes cotés. C'est le problème des conventions réglementées, qui est dont le suivi et l'encadrement a été totalement relâché depuis une vingtaine d'années par les Big Four. Ce qui veut dire, et par les autorités, c'est-à-dire que les autorités n'ont rien compris au film, les régulateurs n'ont rien compris au film, les grands institutionnels l'ont laissé faire, les associations de porteurs, alors heureusement l'ICGN s'est un peu mobilisé, mais il y a encore beaucoup de travail à faire, parce qu'en réalité, j'ai vu un tiers de la capacité bénéficiaire disparaître dans les poches des fondateurs sans problème, et approuvé avec enthousiasme par certains actionnaires. Je peux vous parler de Bernard Arnault si vous voulez, mais je peux vous parler le nombre de grands patrons de talent qui piquent dans la caisse, c'est un truc absolument étonnant. Et vous avez des gens pour lesquels vous pouvez avoir beaucoup d'estime. Je me souviens, Ernest-Antoine Seyer, qui était le patron des patrons en France, c'est un type très très drôle, un talent fou, un grand gestionnaire chez Wendel, et vous l'avez peut-être connu personnellement, c'est un type très très charmant. Et j'avais fait un rapport dans lequel j'avais dit vous êtes en train de me voler 450 millions de francs aux minoritaires de la CGIP, c'est le nom de la boîte cotée de l'époque, l'ancêtre de Wendel. Il m'avait fait répondre, mais je l'ai encore au téléphone, il m'a eu au téléphone, il m'a dit Monsieur Leroy, vous avez écrit ça? J'ai dit oui, mais c'est parfaitement exact. J'ai trouvé ça extraordinaire. On ne peut pas avoir d'antipathie pour un patron qui admet qu'il prend dans la caisse, si vous voulez. Mais ça ne le dérange pas vraiment. Et c'est tout de même stupide de la part des dirigeants, des gérants, de se laisser avoir comme ça. Quand il s'agit de montants qui sont substantiels, ça devient problématique. Voilà. Alors, il y a un peu plus d'initiatives externes. Qu'est-ce qu'on appelle l'initiative externe? Vous avez compris, c'est les résolutions
proposées par les actionnaires. Vous savez qu'en France, la compétence sur l'ordre du jour d'une assemblée générale est une compétence un peu partagée, c'est-à-dire que c'est le conseil d'administration ou le directoire qui présente les résolutions, mais les actionnaires ont un délai de 10 jours à peu près après la publication de la convocation pour présenter éventuellement des projets de résolution. Alors, c'est des sujets qui sont intéressants, ça fait parler effectivement et ça fait fortement évoluer le public parce que la résolution, le Conseil est forcé de la mettre à l'ordre du jour, donc c'est publié au ballot et donc c'est repris par toutes les agences de conseil de vote, etc. Et donc, ça fait du bruit. Il reste, alors si vous voulez, moi c'est un sujet qui me passionne et qui m'habite, vous l'avez compris, donc je ne vais pas vous dire que tout va bien et qu'il n'y a plus rien à faire. Au contraire, il y a encore plein de choses à faire et les actionnaires sont extrêmement mal protégés pour nous. Il y a encore beaucoup d'obstacles au vote systématique. Vous avez des commissions bancaires lourdes sur l'exercice du droit de vote. C'est tout à fait scandaleux, d'ailleurs, ça ne devrait coûter rien du tout. Vous avez des préférences de certains gérants internationaux pour le prêt de titres. Vous savez, ils préfèrent prêter leur titre que voter. Et puis c'est un peu chiant, il faut bien, je l'ai dit, excusez-moi, c'est vulgaire, mais malheureusement c'est parfois ennuyeux. La matière est sèche. Et puis alors en plus, en France, nous n'avons pas de possibilité d'action collective, il n'y a pas d'action individuelle, il y a le refus constant de l'AMF de faire progresser la défense et l'indemnisation des actionnaires. C'est très sévère ce que je dis là, hein, mais c'est ce que je pense sincèrement. Et ça fait 9 ans que je travaille dans les commissions internes de l'AMF, donc je les connais très bien. Or, leur fameuse médiation secrète, qui est un arrangement par lequel, effectivement, un émetteur qui a fait une grosse bêtise arrange le coup discrètement en indemnisant quelques personnes, qui est totalement contraire au principe d'égalité des actionnaires. Les actionnaires, malgré les UNPRI, ne réclament jamais les pertes en capital de leurs clients. Vous n'avez jamais entendu parler un grand gestionnaire français de réclamer sur des dossiers comme Vivendi, comme Parmalat, comme, je sais pas moi, Natixis, enfin, c'est jamais. Alors ça, vous arrivez très vite, les abus de marché ne sont pas assez sanctionnés, vous arrivez très bien à la conclusion, pourquoi tout ça. C'est un sujet un peu sur lequel on pourra débattre une autre fois, mais pas un sujet passionnant. C'est tout ça procède d'un modèle bancaire mondial aujourd'hui qu'on appelle la banque universelle. Et ce modèle bancaire fait que les grands établissements bancaires sont terriblement conflictés par leurs multiples métiers. Ils ne peuvent pas servir un client sans trahir 3, pour faire simple. Et donc, par définition, comme ils jouent un rôle essentiel dans l'asset management dans le monde entier, par définition, vous pensez que les intérêts des actionnaires ne viennent pas en tête de leurs préoccupations. Alors, peu de choses auraient changé, oui, au singulier, oui, peu de choses auraient changé. Depuis 2006, je ne sais pas. Je vous ai mis cet article, il est illisible, mais ça, c'est la première page du Wall Street Journal je ne sais pas combien, du 30 août 2006. Nous étions une toute petite société, si vous voulez pas que ça, mais c'est une toute petite société. Nous étions en première page du Wall Street Journal parce que nous écrivions que la fusion entre Alcatel et Lucent était catastrophique pour les actionnaires d'Alcatel. Et du coup, comme personne ne le disait, on était les seuls à le dire. Et tous les arguments qu'on a développés se sont révélés vrais. C'est-à-dire qu'un peu d'analyse financière, et je ne suis pas un grand expert, des télécoms, mais un peu d'analyse permettait tout de même de se dire, c'est pas le prix, c'est pas normal. La gouvernance était à pleurer. Les deux présidents se conservaient dans l'être en demandant une majorité des 2/3 pour être évoqués. Je ne sais pas si vous vous souvenez. C'était fou. Eh bien, ça a été approuvé à 83%, si vous voulez. Donc, et malheureusement, si vous voulez, nous avons aujourd'hui, alors cette année, je ne sais pas si vous avez suivi, mais vous avez une affaire passionnante qui est Snapchat, pour montrer l'écart qu'il peut y avoir entre les institutionnels, leur attitude vis-à-vis du sujet, vis-à-vis de la gouvernance. Vous avez Snapchat, comme vous savez, sursouscrit 3 fois, je crois, vous me corrigez, sursouscrit 3 fois par des institutionnels, essentiellement, puisque c'est pas des individuels qui ont fait la sursouscription massive, peut-être, moi je crois pas. Et vous avez en même temps, la semaine dernière, Twitter, vous avez entendu parler, le patron de Twitter qui a été vidé, et qu'est-ce qu'on demande chez Twitter? S'il vous plaît, donnez-nous des administrateurs indépendants. C'est touchant. Donc c'est les mêmes, si vous me permettez, c'est-à-dire ces institutionnels, mais qui sont pas dans la même situation. À un moment, ils sursouscrivent 3 fois d'une boîte qui ne leur donne pas de droit de vote en Assemblée Générale. Un Snapchat, pas de droit de vote en Assemblée Générale. Pas d'Assemblée Générale, rien. Et dans l'autre cas, ils vont pleurer en disant il nous faut des administrateurs indépendants parce que les affaires vont pas si bien. Donc vous voyez, il y a dans ce domaine... Alors, je vous ai mis des signaux positifs parce qu'il se passe des choses, même c'est assez passionnant. Plus grande mobilisation des votes des investisseurs institutionnels en France, toujours, je vous donne les chiffres français ici. Alors, vous avez
j'ai repris quelques exemples de scores inférieurs à 80% aux assemblées cette année sur les rémunérations chez Elior, chez Renault, chez BNP Paribas, chez Kering, chez PSA, chez Publicis, chez Safran, chez Soggen, chez Vivendi. Moins de 80%, c'est pas bon comme score. C'est des scores bas. Sur les conventions réglementées, vous avez Bouygues, Danone et Silor International sur les renouvellements d'administrateurs chez LVMH, chez Carrefour, chez Danone, et sur les autorisations financières chez Bouygues, chez LVMH, chez PSA, chez Vivendi. Vous voyez qu'il y a tout de même il se passe des choses tout de même. Mobilisation des investissements individuels grâce à Internet. Dans un exemple de société qui était la 42e société de la cote française, elle a coulé depuis, mais on a 1500 petits porteurs qui se sont regroupés grâce à Internet. Alors ça, c'est les vertus d'Internet. Pour freiner l'appropriation de la société par les créanciers, plainte, 2 assemblées extraordinaires. Et vous voyez ici, non-renouvellement, pour la première fois en France, on a vu non renouveler des audits Deloitte et Ernst Young. C'est la première fois qu'ils n'ont pas été renouvelés. On n'a jamais vu rejeter ou révoquer, mais là, ils n'ont pas été renouvelés. Élection de 3 dissidents, de 3 administrateurs dissidents, et puis finalement, très récemment, démissions successives du DG puis du président, qui étaient donc recherchés en responsabilité. Voilà. Donc les gestionnaires de fonds, en général, vont devoir plus s'engager, puisque là, il y a une grande nouveauté, c'est pour les Français. C'est la directive européenne de 2007 qui a été entièrement reprise cette année et qui s'appelle maintenant « En vue de promouvoir l'engagement à long terme des actionnaires » et qui met des obligations assez sévères, il faut bien le dire. Moi, je ne peux pas dire que c'est une chose sur laquelle j'ai milité. Moi, personnellement, j'ai toujours pensé que c'était l'intérêt des investisseurs, des bons financiers, de regarder, de sonder les reins, les cœurs et de regarder véritablement ce qu'on leur proposait. Donc de ne pas faire de sacrifice là-dessus et surtout pas faire de l'administratif. Mais enfin bref, malheureusement, pas de chance pour les investisseurs institutionnels, les gestionnaires et les fonds de pension, comme vous. Pas de chance, on leur met des obligations de faire des rapports annuels, etc. Bon, ça c'est...